communiqué du parti ce lundi. Bienvenue à tous. C'est même allé trop vite. Les ministres MLC nommés sont excommuniés du parti. Ceci est donc la décision du collège des secrétaires généraux qui s'est réuni ce lundi sous la direction de Fidel Babala pour sortir la position du MLC qui ne reconnaît pas avoir aligné ses membres au sein de cette nouvelle équipe gouvernementale. Les concernés y sont à leur titre personnel. Devant le siège du mouvement de libération du Congo, ces militants visiblement impatients attendent savoir le sort réservé par le parti aux 3 cadres devenus membres du gouvernement de cohésion nationale. Dans la salle des réunions, c'est plutôt le collège des secrétaires généraux qui s'apprête à lire la déclaration du parti. Il s'agit ici, précise-t-on, d'une décision prise depuis la haie aux Pays-Bas. Le président national du parti prend acte de l'auto-exclusion et radiation de 1. Monsieur Thomas Louaka Losenjola. 2. Monsieur Omer Egwake Yangembe. 3. Monsieur Germain Kambinga Katomba. Ces énièmes radiations viennent s'ajouter aux plusieurs autres bien avant. L'on serait tenté de dire que ce parti de l'opposition s'évite bien de ces cadres. Mais le MLC minimise les faits. Les hommes passent, mais l'institution reste. Si depuis 2006, il y a des départs, mais depuis 2006, le MLC est toujours là. Ce qui nous détermine dans notre ligne politique, c'est d'abord les statuts du parti, les directives et les instructions que nous prenons tous ensemble, y compris ceux qui viennent de partir, et les aspirations de notre base. Le collège des fondateurs réunis juste après ne fera qu'approuver la décision prise par le chairman depuis la haie. Et toujours au chapitre de cette nomination de la nouvelle équipe gouvernementale, on a l'INSEE de la société civile qui pense, elle, que cette nomination est tardive, certes, mais que les défis restent tout de même à relever. Jonas Tchombela, activiste au sein de cette plateforme, estime que la société civile ne s'identifie pas dans le chef des personnes nommées dans cette nouvelle équipe gouvernementale. Nous avons eu le gouvernement. Est-ce que ce gouvernement qu'on attendait depuis plus d'une année, est-ce qu'il fallait une année pour obtenir ces noms-là et les publier aujourd'hui? Ce sont des questions que nous sommes en train de poser. L'opposition est entrée au gouvernement sur leur vision des choses et désormais ils font partie de la majorité présidentielle. Mais nous sommes seulement inquiets que le pourcentage de la femme dedans soit faible, que les acteurs de la société civile qu'ils ont mis dedans, la plupart, la société civile ne se retrouve pas dans ces acteurs. Nous estimons aussi que le chef de l'État a promis le gouvernement de cohésion nationale. Là, nous sommes en face d'une restructuration et du remaniement. Voilà autant de questions qui passent dans l'opinion qui n'ont pas de solution. Autre réaction, c'est celle de l'homme de la rue. Et nos reporters ont entendu le micro quinois qui semble insensible, vous allez le voir dans ce reportage, perplexe et sceptique à la réalisation des missions attendues de ce gouvernement. À côté de cela se retrouvent également ceux qui pensent que l'exécutif aura un grand défi à relever, notamment en ce qui concerne la situation sécuritaire. Je crois qu'on a longtemps attendu ce gouvernement. Tout le peuple congolais attendait ce gouvernement de cohésion nationale. J'espère que ce gouvernement doit avoir rempli, n'est-ce pas, toutes les conditions pour qu'elle soit réellement un gouvernement de cohésion nationale. D'atténuer tant soit peu la misère du peuple congolais, surtout dans son aspect social. C'est le plus grand défi qui attend ce gouvernement. Je vais prier au nouveau cadre là de veiller sur la sécurité de la population. Ouais. Par exemple, comme le cas de l'Est, les gens souffrent là, Béni. Qu'ils tiennent compte des besoins, du peuple, des aspirations du peuple, en faisant leur travail. Ça doit être un travail. Et puis la population attend beaucoup d'eux. Par exemple, au niveau de la restauration de la paix. On se plaint par-ci par-là de l'insécurité au niveau de l'Est du pays, un peu partout. Surtout qu'ils travaillent pour vraiment restaurer la paix, que la paix puisse revenir.
dans ce pays et améliorer aussi les conditions sociales, salariales des travailleurs, le chômage qui a atteint des proportions aussi inquiétantes. Faire ma proposition à qui? Aux mêmes personnes qui ne font que parler, qui ne font rien. Et le parler, d'accord, ils sont bons pour faire les discours, mais la réalisation ne suit pas. Parler, vous avez parlé de la sécurité. Aujourd'hui, au moment où on est en train de mettre sur pied un soi-disant gouvernement d'union nationale ou de cohésion nationale, il y a les gens qui continuent à mourir à Béni. Et puis, vous parlez du social et de la population. Mais depuis qu'ils avaient commencé, le message a toujours été le même. Nous sommes là pour notre peuple, le social de la population. Mais on ne sent rien. Et vous allez voir dans un pays où le peuple meurt de faim, on vient de mettre sur pied un gouvernement de plus de 40 personnes pour en faire quoi? On a voulu tout simplement donner du travail à ceux qui en cherchaient. Mais ce qui me concerne plutôt, ce sont leurs actes qui vont poser vis-à-vis de la population, puisque la population a besoin d'abord de la stabilité de vie sociale et tout comme ça. S'ils nous promettent ça, on est d'accord. Je l'ai appris hier auprès des amis, mais je regrette de n'avoir pas suivi. Non, je ne savais pas, oui. Non, je ne sais pas. Voilà, c'était donc là des réactions à chaud de l'homme de la rue. Thomas Louaka, secrétaire général du mouvement de libération du Congo, est nommé vice-premier ministre en charge des PT antiques. Dans ce gouvernement dirigé par Augustin Matata Ponyo, reconduit ainsi que Germain Kamiga, ministre de l'Industrie, et Omer Ngwake à l'urbanisme, tous faisant partie du parti du MLC, cher à Jean-Pierre Bemba. Willy Michiki représente, lui, le Palou en tant que vice-premier ministre chargé de l'emploi, travail et prévoyance sociale aux côtés d'Évariste Bochab. Évidemment, du PPRD, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Tout sur l'ossature de cette nouvelle équipe dans ce décryptage de Guilain Kabaloundi. Le voile est levé. Après quasiment une année d'attente, le gouvernement de cohésion nationale voit finalement le jour. Profond remaniement ministériel qui a contraint plusieurs maisons de presse à consacrer des éditions spéciales à la question. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo est maintenu. Le vice-premier ministre en charge du budget, Daniel Mukoko Samba, et son collègue en charge de la défense, Lou Batambo, quittent la scène gouvernementale. Autre départ détail, c'est celui du ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej Manguez. 3 vice-premiers ministres font par contre leurs entrées, le PPRD Évariste Bochab, qui devra s'occuper de l'Intérieur et de la sécurité, le MLC Thomas Louaka, secrétaire général du parti de Jean-Pierre Bemba, puis son collègue Willy Makiachi du Palou, prend l'emploi, travail et prévoyance sociale. D'autres chefs de partis politiques peuvent s'estimer heureux d'être reconduits dans Matata 2, à l'exemple de Raymond Chibanda, ministre aux Affaires étrangères et coopération internationale, Tifon Kinke Moulumba, qui va désormais s'occuper des relations avec le Parlement, ou encore de Lambert Mende, qui conserve le ministère de la Communication et des Médias. Parmi les ministres reconduits figure aussi Maguer Mwangou, toujours au ministère de l'EPSP, mais avec en plus l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Théophile Bemba Fundu, Olivier Kamitatou et Alexis Tambwe Mwamba signent leur retour, le premier à l'enseignement supérieur et universitaire, le deuxième au plan et le troisième au ministère de la Justice, garde des Sceaux et droits humains. Cependant, le regard reste braqué notamment sur l'UFC Michel Bongongo, ministre d'État et ministre du Budget, mais aussi sur Germain Kambinga, porte-parole du mouvement de libération du Congo, qui remplace au ministère de l'Industrie Rémi Moussoungaï, dont la tête était recherchée par certains députés nationaux. Allez, refermons ce chapitre pour parler cette fois-ci gouvernance économique. L'année 2015 augure des perspectives heureuses pour la Banque centrale du Congo, en ce sens qu'elle va consacrer la mise en œuvre des différentes réformes engagées, une détermination affichée et réitérée par le gouverneur Deogracias Mutombo Mwananyimo à l'issue donc de la cérémonie de signature des accords entre la partie congolaise et la partie allemande, sanctionnant les assises des troisièmes négociations intergouvernementales entre les deux pays. Julie Sifou. C'était la signature de 2 accords de coopération technique et financière, respectivement de l'ordre de 12 700 000 et 41 millions d'euros dans le pôle prioritaire de la coopération allemande. Une partie de cette somme facilitera la modernisation de la centrale des risques, une des étapes importantes dans la mise en œuvre des réformes de la BCC.
dont le gouverneur se réjouit. Il y a 2 accords qui viennent d'être signés, mais je crois que ce qui concerne la banque, c'est l'accord de financement pour le 12 millions d'euros. Il y a une partie qui est consacrée au financement de la modernisation de la centrale de risque, ce qui constitue une étape dans la mise en œuvre d'une grande réforme de la Banque centrale qui est relative à la modernisation de la centrale de risque. Sa modernisation va consister à déployer ce système d'information jusqu'au niveau des institutions de microfinance, des coopératives d'épargne et de crédit et même des entreprises publiques. L'objectif final de cette modernisation, c'est de consolider la stabilité financière. C'est un des objectifs du mandat de la Banque centrale. En plus de la stabilité des prix, nous avons pour mandat la stabilité du système financier national. Parce qu'il faut savoir que cette stabilité est très importante pour la Banque centrale, étant donné que la stabilité des prix ne garantit pas nécessairement la stabilité financière. Mais par contre, sans stabilité financière, la politique monétaire n'est pas efficace et peut être même handicapée. Le gouvernement, par le biais du vice-ministre à la coopération régionale et internationale, voudrait voir le niveau de réalisation des activités planifiées dans chaque secteur d'intervention être effectif en vue de répondre aux besoins des populations congolaises. Et sachez que c'est dans le souci d'améliorer les conditions de travail avec ses différents partenaires que Finca a réuni tous ses partenaires donc le week-end dernier pour une réunion d'évaluation. C'était au centre des handicapés physiques sur Willery. Pour des relations plus fructueuses, Finca RDC s'est résolu d'améliorer les conditions de travail avec ses partenaires POS, détenteurs des terminaux de paiement électronique Finca. La démarche est passée par une réunion d'évaluation dont la conclusion s'impose par la mise en place d'une stratégie très agressive du marché. Ainsi, Finca annonce le lancement dès janvier prochain des produits et services gagnant-gagnant. Finca est en train de préparer certains nouveaux produits qu'il va lancer sur le marché au bénéfice de tous les clients Finca. C'est entre autres les découverts bancaires, entre autres les comptes enfants congolais. Donc d'ici l'année prochaine, tous ces produits seront sur le marché au bénéfice de toute la population congolaise. Visant toujours le succès, les meilleurs partenaires ont été primés. Nous remercions Finca de tout ce qu'il fait pour la population congolaise. Nous sommes primés parce que nous avons réalisé du bon travail. Leur cotation a fait que nous soyons primés les meilleurs. L'accueil des clients, les opérations faites, la disponibilité, le client vient, il nous trouve toujours. C'est ça qui vient faire que notre cote augmente. Finca RDC gagne du terrain et compte à ce jour plus de 250 000 clients en RDC. Et tout autre chose, à présent, un protocole d'accord vient d'être signé ce lundi entre la France et la République démocratique du Congo dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Objectif, le renforcement des capacités du Comité national de migration au TNT congolais, bien évidemment, en matière des techniques administratives et autres. Le monde entier bouge au rythme de nouvelles technologies de l'information et de la communication et la République démocratique du Congo n'est pas en reste. Elle se lance de plus en plus dans la course vers la migration du secteur audiovisuel de l'analogie au numérique d'ici à 2015. Voilà qui justifie ce partenariat qui vient d'être signé entre les experts français et le Comité national de migration au TNT congolais. Il est important d'avoir un contenu national, congolais, français. Bon, on a eu beaucoup d'échanges avec les experts. Donc nous souhaitons apporter non pas notre expertise, mais notre pratique avec Marc Palin, qui a été un des opérateurs de la réussite de la télévision numérique en France. Apporter des conseils sur le plan technique, de formation, de législation, de communication, puisque vous êtes nombreux en ce moment, il faut que vos téléspectateurs, vos auditeurs, vos lecteurs sachent que la télévision numérique, c'est une transformation qui doit se faire à leur bénéfice. En croire le coordonnateur du CNM-TNT, la République démocratique du Congo demeure ouverte à d'autres partenariats visant à aider le pays à atteindre son objectif. La porte est ouverte à tout partenaire qui veut bien venir nous dire de quoi il en est capable, de quoi il peut faire pour la RDC et nous l'accompagnons. Tous les moteurs sont désormais mis en marche pour permettre à la population de goûter à la qualité du signal numérique.
Le rendez-vous est donc pris pour ce 17 juin 2015 pour le lancement officiel. Et puis, lutte contre les violences faites aux femmes, la conseillère spéciale du chef de l'État en la matière a accueilli ce dimanche à l'aéroport international de Njili une fillette de 13 ans qui était malmenée dans la province du Maniema. Ces dernières se trouvent actuellement en transit ici à Kinshasa avant de se rendre en Afrique du Sud où elle devra bénéficier des soins appropriés pris en charge personnellement par le chef de l'État. Patience, c'est cette fille de 13 ans qui a passé 2 ans dans l'hôpital Il Africa de Goma, où elle a subi 6 interventions chirurgicales après avoir été violée par 7 hommes, un autre moyen identifié. Son état sanitaire préoccupant a touché la sensibilité du président de la République, qui dans son discours aux Nations Unies avait décidé de faire de la lutte contre les violences sexuelles son cheval de bataille. C'est une fille de 13 ans, mais qui a été violée à l'âge de 11 ans. Elle vient de Katalema, vers Kasongo, en province de Maniema. Donc, les services sociaux de Hill Africa l'avaient récupérée là-bas parce qu'on avait appris qu'elle avait été violée, qu'elle avait eu une grossesse et que pendant l'accouchement, elle avait été complètement détruite. C'est comme ça qu'on l'a amenée à Goma, Hill Africa. Nous avons essayé de la soigner pendant 2 ans. On a fait des efforts, mais lorsque la délégation de la ministre Mabunda, attachée à la présidence, a eu écho des difficultés que nous avions, elle est venue à Goma. Et elle a expliqué son cas au chef de l'État qui a vraiment été touché au cœur et qui a dit que le chef de l'État va la prendre en charge en Afrique du Sud pour qu'on puisse compléter ses soins. Après 2 années de soins, la jeune fille de 13 ans n'est toujours pas totalement guérie, d'où la nécessité des soins appropriés. Au début, donc, son état était bizarre, était difficile. Elle s'est améliorée, je peux dire presque à 70%, mais à l'état où elle est, on ne peut pas la sortir, dire qu'elle est guérie. Elle ne peut pas se resserrer dans la société. C'est pour ça qu'elle a encore besoin de 2 autres interventions pour qu'on la déclare complètement guérie. Janine Mabunda, conseillère spéciale du chef de l'État en matière de violences sexuelles, l'a accueillie personnellement ce dimanche pour un bref séjour à Kinshasa, en partance pour l'Afrique du Sud, où elle sera soignée afin d'une meilleure réinsertion sociale. Et justement, pour éviter pareille situation, pour protéger donc la femme et la jeune fille sous toute forme de violence, l'ONU Femmes et les élus nationaux se sont réunis le week-end dernier pour réviser la loi précisant le code de la famille dans le but, je vous le disais donc, de protéger la femme congolaise. En abordant la question des violences à l'égard de la femme en RDC, on a tout de suite à l'esprit celle relative aux violences sexuelles. Alors que la Congolaise subit de multiples autres formes de violences, à l'exemple de violences domestiques. C'est pourquoi l'ONU Femmes, en collaboration avec les élus nationaux, se sont réunis pour revoir la loi, précisément le code de la famille, afin de mieux protéger la femme et la fille. Nous travaillons en collaboration avec nos partenaires au développement, l'IRC, qui nous permet aujourd'hui de discuter en amont sur la révision du code de la famille et savoir quels sont les articles qui nécessitent la révision en termes de réforme du droit congolais. La place de la femme, en fait, ça demande beaucoup d'arsenal juridique. Au départ, malgré la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme, malgré d'autres conventions, la CEDF, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, il y a eu des résolutions comme 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a eu même le protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes, mais ça nécessite maintenant la mise en œuvre. Nous voulons que la loi soit révisée, le code de travail, comme le professeur vient de présenter, soit révisé, soit amélioré pour prendre en charge ce qu'on veut, l'égalité et la protection des femmes, des filles et l'enfant. C'est le but final que nous voulons que ça soit fait. C'est donc une opportunité pour les parlementaires de prendre à bras le corps cette problématique de violence faite aux femmes. L'Institut national de recherche biomédicale a clôturé son congrès le samedi dernier. Durant 3 jours, il était question de débattre sur les pathologies émergentes et non émergentes et réémergentes d'origine infectieuse et non infectieuse. Riche en échanges, le congrès du trentenaire de l'Institut national de recherche biomédicale l'a été incontestablement. Venus de tous les coins du monde, les congressistes ont échangé durant 3 jours
sur les pathologies émergentes et réémergentes d'origine infectieuse et non infectieuse. Il y a un consensus qui se fait au niveau des experts pour que les différentes mesures que l'on prend pour pouvoir faire la prévention ou prendre en charge tous ces problèmes-là émergents et réémergents sont conditionnés par la nécessité d'avoir une recherche opérationnelle qui peut permettre à comprendre effectivement quels sont les facteurs qui sont à la base de ces maladies de façon à mieux gérer la santé des populations. Et pour ce jour de clôture des assises, le moment a été indiqué pour faire le bilan. 30 ans, nous avons bien fêté parce que c'est 30 ans d'excellence dans la recherche et la surveillance de maladies. Ça implique la formation d'un personnel hautement qualifié. L'INRB a au cours de ces 30 ans aidé à la formation de ces personnels qualifiés. Et d'abord, l'avenir, l'INB doit le construire avec la pépinière qui doit se choisir des modèles. Expertise nécessaire et suffisante pour faire face à toutes ces épidémies. Et cette expertise a été montée autour du professeur Mouyembe. Et ces congrès étaient une occasion pour stimuler les jeunes à faire autant que lui. Spécial 30e anniversaire de l'INRB. Laisse-nous lire, sois patriote, fais comme des sociétés publiques qu'on connaît ici. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine avec un autre thème. C'est quoi l'INRB? Ça signifie institut comme école. Institut des noirs qui ressemblent aux blancs. Et pendant ce temps, dans le territoire de Béni, ce sont les armes blanches qui continuent à faire des victimes. Dans le territoire de Massissi, c'est la route qui endeuille cette partie du pays. Dimanche, dans la soirée, un minibus de transport en commun en provenance de la localité de Roubaya pour Goma a terminé sa course dans la rivière Mouta Yao, à environ 3 km de la cité de Saké, faisant ainsi 4 morts et plusieurs blessés et 3 disparus sur les 21 passagers qui étaient à bord. Bilan confirmé par la société civile de Saké. Depuis Goma, notre correspondant dans la région, Patrick Sellois. C'est le dimanche vers 16h30 que ces minibus de transport en commun en provenance de la localité de Roubaya, dans le Massissi, en route pour Goma, a fini sa course. Dans la rivière Moutayo, environ 30 km à l'ouest du chef-lieu du Nord Kivu. Informés de l'accident, certains habitants de la cité de Saké, 27 km de Goma et voisines de la rivière Moutayo, sont vite descendus sur les lieux pour tenter de secourir les accidentés. Selon M. Faustin Kassolé, président de la société civile Noyau de Saké, le bilan de cet accident est de 4 morts et plusieurs blessés. La même source précise que le minibus n'a toujours pas été repêché de la rivière Moutayo et 3 personnes sur les 21 passagers à son bord demeurent jusqu'à présent introuvables. Notons que selon les sources entrecoupées, cet accident serait dû à l'excès de vitesse, mais aussi au mauvais état de la route, Goma et la localité de Roubaya. Patrick Sialoua. Et puis, prenant ce communiqué avant de poursuivre ce journal, la Commission électorale nationale indépendante annonce à l'opinion nationale congolaise qu'elle lance à partir du 10 décembre 2014 et ce jusqu'au 24 décembre 2014 l'opération de consultation des listes provisoires des électeurs qui seront affichées dans les sites de vote. Cette opération se déroulera sur l'ensemble du territoire national et à cet effet, chaque électeur est prié de consulter ces listes dans le site d'affichage le plus proche de sa résidence en vue de voir si son nom y figure et dans le cas contraire, effectuer une réclamation auprès des agents de la CENI commis à cette tâche. Tous les électeurs enrôlés lors de la révision du fichier électoral de 2010-2011 sont les seuls concernés par l'opération de consultation des listes provisoires des électeurs en vue de permettre donc aux électeurs ayant perdu leur carte d'électeur de participer à cette opération. La Commission électorale nationale indépendante a lancé à partir du 28 novembre 2014 l'opération de délivrance des duplicata des cartes d'électeurs et les duplicata de cartes d'électeurs sont délivrés uniquement aux antennes de la CENI situées au niveau de chaque territoire et dans les villes de la République démocratique du Congo.
L'actualité sur la toile, à lire d'abord dans Slate Afrique. Jeudi dernier, ont surgi de vieux enregistrements de hauts gradés de ministres égyptiens discutant de la meilleure façon de réécrire l'histoire afin d'empêcher un abandon pour vice de forme des procédures judiciaires contre Mohamed Morsi, le président déchu l'année dernière, et le journal de renchérir que si ces enregistrements sont authentiques, ce qui n'est pas certain, on y entend le général Mahmoud Chahine, proche de l'actuel président, le maréchal Abdel Fattah el-Sisi, s'inquiétait d'une mise en garde du procureur général, et la loi égyptienne interdit de garder un civil dans une prison militaire tant que les chefs d'accusation n'ont pas été annoncés. Et à lire dans Le Monde, vers des JO organisés par plusieurs villes ou pays, désormais 2 villes ou 2 pays pourront organiser conjointement les Jeux Olympiques, fait savoir le tabloïd. Ainsi, on a décidé le Comité international olympique CIO le lundi lors de sa 127e session à Monaco, en autorisant les candidatures jointes des villes ou des pays à partir des Jeux d'hiver 2022 qui n'ont toujours pas trouvé preneur, et d'été 2024 pour lesquels Paris s'interroge. Cette décision, note le journal, qui vise à réduire des coûts devenus exorbitants, a été prise par le président du CIO, l'allemand Thomas Bach, dans le cadre de l'agenda 2020. Un peu plus mouvementé, ce journal avec le sport. 8e journée à la Ligue nationale de football. Daring-Club Motema Pembe conserve son statut de leader du groupe B en allant prendre 3 points à Lumumbashi devant la jeunesse sportive groupe Bazano après sa victoire sur le score de 1-0. Sa Majesté Sanga Balende a également pris 3 points à l'Olympique Club Mugano pour le groupe A, et le Dessimpe et Sanga Balende restent invaincus depuis le début de la saison. Et c'est par ici que nous mettons terme à cette édition d'actualité. Vous êtes très nombreux à nous suivre à Paris en France. Je vous retrouve demain. Il y a de ces femmes-là qui ne font pas autre chose.